Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous avec le journal. En voici les titres. Paris gagné pour le gouvernement avec le lancement du diplôme de technicien industriel dans des métiers innovants comme développeur web et mobile, producteur média, mercatique et bien d'autres. Un élan pour l'offre de formation technique en pleine mutation au Bénin. Et puis, le torchon brûle entre le syndicat de l'audiovisuel public et les associations professionnelles des médias. Côté public, on reproche aux fêtières un ostracisme dans l'élaboration des nouveaux textes censés réorganiser l'univers médiatique du Bénin. Le pouvoir fertilisant du soja optimisé par biotechnologie microbienne, un jeune chercheur béninois le consolide dans une thèse, des travaux validés et couronnés par un doctorat aujourd'hui. À nouveau, merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. Paris gagné pour le gouvernement béninois avec ce lancement du diplôme de technicien industriel dans des métiers innovants tels que développeur web et mobile, producteur média, comptabilité, mercaticien, électronique appliquée et bien d'autres. Au total, 91 candidats répartis dans 6 filières, dont 4 nouvelles se sont présentées à l'examen. La première phase s'est déroulée sans accroc et pour le lancement, le lycée technique et professionnel de Bopa a été honoré. Jennifer Sativi, Yves Agodopessi sont les témoins. C'est la première phase de la composition du DTI, ici au lycée technique et professionnel de Bopa. 3 ans après sa création, cet établissement est le premier centre dans le département du Mono où se déroule l'examen pour l'obtention du diplôme de technicien industriel. Un avantage pour les apprenants. Je suis fier parce qu'on n'a pas eu de problème à se déplacer dans une autre chose et dans une autre commune pour composer. Pour cette première phrase, moi, je peux confirmer que l'épreuve est abordable et aussi compréhensible. En dehors des filières classiques, les candidats du lycée technique et professionnel de Bopa ont également composé dans de nouveaux métiers orientés pour la plupart vers la technologie. Aujourd'hui, dans le domaine de l'agriculture, on utilise des applications pour savoir, par exemple, quand est-ce qu'il doit pleuvoir, etc. Cela voudra dire que nos apprenants que nous formons ici peuvent contribuer dans divers domaines à faire du Bénin un État qui se positionne pour le développement. Durant leur cursus, les candidats ont également bénéficié de rudiments leur permettant de mieux s'outiller pour faire valoir les compétences acquises, ceci en tenant compte des normes actuelles sur le marché de l'emploi. La première promotion du lycée technique et professionnel de Bopa planche donc pour ce DTI à domicile, si on peut dire. La nouvelle événement réjouit le préfet qui est un homme fier, le préfet du Mono. Il s'est confié à nos reporters. Procéder aujourd'hui au lancement de cet examen avec cette première promotion qui compose son diplôme de technicien industriel. Pour nous, c'est la consécration d'une victoire. Une victoire en ce sens que, au début, personne n'y avait cru. Le chef d'État y a cru, a donné les moyens pour qu'on puisse implanter ce centre de formation. Et aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la sortie de la toute première promotion. Donc, je crois que, en tant que première autorité du département, un département qui excelle ou qui se positionne comme un pôle d'excellence, je trouve que c'est une satisfaction, mais en même temps une motivation à encourager beaucoup plus les parents, surtout, à orienter les enfants vers ces filières qui sont beaucoup plus porteuses d'avenir, car quand on sort de ces genres de formation, on n'a pas à attendre l'emploi, on a à créer, et donc une nouvelle source de création de richesse qui s'ouvre à nous, pour nous mettre sur le marché des gens aussi compétitifs que ingénieux, pour répondre aux exigences du marché qui a plus besoin de gens qui ont ces formations que de l'enseignement général que nous avons vécu depuis notre sortie ou notre accession à la souveraineté nationale. Et à l'endroit des candidats, je voudrais exhorter et formuler le vœu que j'ai l'habitude de former, c'est que nous sommes un centre de référence ici dans le département de Mono. Je reste donc dans l'espoir que nous amènerons les meilleurs résultats. Et à l'endroit du gouvernement, je voudrais non seulement
adresser mes félicitations, mes remerciements, mais formuler également le vœu de voir que le centre devient un centre de référence pour accueillir tous les candidats aux filières techniques et professionnelles dans cet examen de DTI pour les années à venir. En espérant que pour les années à venir, ils soient plus nombreux à cet examen technique. Restons dans l'univers technique et allons au salon des métiers des ateliers du BTP, un salon qui a démarré ce lundi au centre de promotion de l'artisanat à Cotonou. Améliorer la compétence des artisans pour des habitats et villes durables, c'est le thème de cette édition. Fifame Salomé Ataledi et Ramatou Lawani nous emmènent dans les allées du salon. Atelier des BTP, première édition. Un programme pour améliorer les compétences des artisans dans le secteur des bâtiments et travaux publics. Les artisans constituent un maillon très important dans la chaîne de construction de nos habitats et de nos villes, et par ricochet pour l'économie de notre cher pays, le Bénin. À part nos maisons d'habitation que nous construisons, les grands chantiers que le gouvernement a lancés à travers tout le pays ont besoin incessamment des artisans qualifiés et des ressources humaines locales. Il est important pour nous de porter notre pierre à l'édifice en initiant cette action qu'est les ateliers BTP, qui vont leur permettre d'actualiser leurs compétences, de s'adapter aux nouvelles technologies et aux innovations dans leur métier. Au programme, 5 ateliers de formation sur diverses branches des BTP. L'atelier de formation en étanchéité, en outillage, en peinture bâtiment, en plomberie sanitaire et en soudure ferraillage. Notre présence à vos côtés se justifie du fait de la convergence des objectifs du présent salon et des objectifs du volet Arche Formation. Au niveau de Arche Formation, notre objectif, c'est d'accompagner la montée en compétences des artisans, surtout des artisans des bâtiments et travaux publics. Ces ateliers vont se dérouler sur 3 jours, les 23, 24 et 25 mai 2022. Et pendant que se développe l'offre de formation et de compétences techniques au Bénin, des efforts sont aussi déployés pour améliorer l'enseignement secondaire dans ces filières généralistes. Un projet dédié prend fin. Il s'agit du projet d'appui à l'enseignement secondaire. Ces acquis sont tels que les acteurs éducatifs souhaitent qu'ils s'enracinent davantage. Ils en ont fait le bilan à Cotonou sous les yeux de Lénaï Kagwazaou et de Françoise Insou. Un projet dont la mise en œuvre a connu un succès éclatant, avec des résultats au-delà des attentes. C'est l'heure du bilan pour le comité de pilotage du PASB, le projet d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin. C'est l'un des projets phares du secteur de l'éducation. Le bilan, a priori, est globalement reluisant. Je suis convaincu qu'à la fin de nos travaux, vos recommandations permettront d'assurer la pérennisation des acquis et ouvriront de nouvelles perspectives pour leur consolidation. Le projet est arrivé à son achèvement technique le 31 décembre 2021. Et c'est un projet qui a beaucoup impacté le secteur de l'éducation. Parce que c'est un projet qui, au-delà de la construction des infrastructures, est allé dans une dynamique d'accompagnement des réformes en cours. Les réformes sur la qualité des enseignements, les réformes sur la gouvernance des établissements. Le projet a permis de mettre en place des cadres structurants, des cadres d'activité pour apporter des réponses à court, moyen et long terme et dans une dynamique d'inclusivité. Le PASB résulte d'une convention signée entre la France et le Bénin. L'Agence française de développement se réjouit de ces résultats. J'aimerais réitérer encore l'engagement de la France à travers l'Agence française de développement pour son appui et sa disponibilité aux côtés de la République du Bénin pour le renforcement du système éducatif. Une satisfaction pour tous les acteurs impliqués dans l'exécution du PASB qui clôture officiellement ses activités le 30 juin prochain. Une légumineuse qui prélève de l'azote de l'air et le transfère au sol. Il s'agit bien du soja. Une recherche de thèse s'est penchée sur le sujet, sur la faculté du soja pour l'améliorer. Elle démontre le pouvoir optimisé du soja à fertiliser le sol avec l'azote atmosphérique par une technique d'inoculation. Les enseignements dans le sujet de William Tchouki.
Des feuilles bien touffues et bien vertes d'un champ de soja inoculé à Biro, dans la commune de Niki. Cette partie-là, il a respecté donc l'éducation et donc il a installé son champ. Une expérience témoin, une mise à échelle de la biotechnologie microbienne, une expérience réussie en somme, objet de longues années de recherche et l'impétrant livre d'autres avantages pour la légumineuse et le sol. Les études antérieures avaient déjà permis de mettre en évidence un type de micro-organisme, une bactérie qu'on appelle le rhizobium qui permet une bonne productivité du soja. Mais cette fois-ci, vu que les éléments essentiels sont le NP et le K, on s'est attaqué sur le phosphore. Et l'idée, c'était de voir comment utiliser cette flore microbienne tout en réduisant l'apport du phosphore sous forme d'engrais chimiques. Donc c'était ça un peu qui nous a poussé à explorer cette diversité présente gratuitement dans nos sols. Il s'agit d'une technique d'inoculation pour améliorer la nutrition, la fixation d'azote atmosphérique, des minéraux qui manquent à la terre, des biofertilisants pour améliorer le rendement du soja et d'autres spéculations agricoles. On a constaté avec ces résultats que dans certains cas, il avait jusqu'à plus de 300%, je crois, d'augmentation de rendement, ce qui est important, en réduisant aussi les quantités d'engrais utilisés. Cette étude que nous faisons permet donc de trouver une biotechnologie microbienne des champignons mycorhiziens pour, en complément avec l'inoculation rhizobienne, donc de gérer le problème donc de la nutrition de l'azote et du phosphore sans obligatoirement apporter donc des engrais minéraux au système. Le soja, objet d'étude, constitue 40% de la production totale de légumineuses. Il représente aussi la 4e source de devises du secteur agricole, derrière le coton, l'anacarde et l'ananas. Fertiliser le sol par le soja, oui, mais préserver d'abord les terres. On en a parlé, la préservation des terres à la COP 15 d'Abidjan. Mais le plus dur commence après les conclusions. Les défis résident désormais dans la capacité à mobiliser les différents pays autour d'efforts communs. Le secrétaire exécutif de la Convention sur la lutte contre la désertification en a fait d'ailleurs une ambition. Il s'est confié à William Tchouki à Abidjan. En tant que secrétaire exécutif, mon rôle, c'est de créer une plateforme pour que les négociateurs puissent travailler. Vous savez, le cadre multilatéral est extrêmement important dans ces discussions. Vous avez des gens qui viennent de l'Asie, d'autres qui viennent des îles Pacifiques ou des îles Caraïbes ou de l'Afrique. Et ils ont cette COP comme unique plateforme. Et donc, mon rôle, c'est de créer cette plateforme. Mais bien sûr, en tant que secrétaire exécutif, j'ai aussi des ambitions par rapport à la Convention pour qu'elle soit beaucoup plus visible, pour qu'elle ait une contribution beaucoup plus effective aux questions de développement dans le monde et pour qu'elle contribue à sauver la planète. Nous sommes terriens, nous vivons sur Terre, nous avons des activités humaines qui sont essentiellement sur Terre et ces activités humaines ont conduit à une dégradation de 40% des terres émergées dans le monde. Et ceci est une voie qui n'est pas viable à long terme, puisque la population mondiale augmente et les ressources sont en train de diminuer. Donc nous avons atteint un point d'inflexion depuis très longtemps et qu'il faut redresser la barre. J'ai aussi des phénomènes épisodiques mais extrêmement violents comme les sécheresses qui surviennent de plus en plus fréquemment dans le monde et qui, s'ils touchent des populations vulnérables, ont des conséquences dramatiques sur la vie humaine, sur l'économie. Vous savez, toutes les années de sécheresse dans ces pays-là ont coïncidé avec des années d'économie, de baisse économique dans les pays, avec parfois des déficits extrêmement graves. Donc oui, c'est des sujets que l'on traite aujourd'hui qui sont peut-être considérés comme étant des sujets environnementaux et écologiques, mais qui sont profondément ancrés dans la société et dans l'économie des pays. Un autre souci existentiel pour les terriens, c'est la paix. On en parle à travers la 3e conférence mondiale sur la prévention des conflits. C'est l'initiative du vizir Olofendi Akande, président fondateur de l'organisation internationale non gouvernementale Africa Cultures International Institute. Une initiative de longue haleine prévue pour s'étaler sur plusieurs années avec pour but ultime la promotion de la paix. Lénèque Abouazaou et François Zinsou nous donnent quelques précisions sur l'agenda de cette initiative.
C'est une rencontre annonciatrice de la 3e conférence mondiale sur la prévention des conflits. Une initiative portée par Africa Culture International. Nous étions à Gbaliaye, nous étions à Ouida. Aujourd'hui, nous sommes à Cotonou. Après-demain, nous repartons à Gbaliaye pour ceux qui sont venus de très loin. Et après, on va programmer Paris, on va programmer Nigeria, on va programmer le Sénégal. Tout ça, c'est pour préparer la 3e conférence proprement dite qui aura lieu du 21 au 25 mai 2023 avec des panels. Du 21 au 25 mai 2025, on va clôturer l'an 7, l'an 8, l'an 9 et l'an 10 de la décennie des Nations Unies consacrée aux personnes d'ascendance africaine. Tel est le thème de la conférence. Donc notre souhait, c'est une société plus fraternelle. Notre souhait, c'est la réconciliation universelle, tout en rendant hommage aux ancêtres africains déportés et réduits à l'esclavage, pour lesquels nous sommes en train de construire une cité de la Renaissance africaine, une cité sur 600 000 hectares qui prend une partie du Bénin et une partie du Nigeria. L'Institut du millénaire pour le développement local, MILD ONG, est le principal partenaire de Africa Culture International pour la réussite de l'événement. Le dialogue entre acteurs et autres animateurs de la vie publique, c'est le point de départ de toute œuvre en faveur de la paix. Le panafricanisme et le dialogue interreligieux sont des valeurs prônées par Africa Culture International et son président fondateur reste attaché à la philosophie de la Renaissance africaine. 23 mai 2021, 23 mai 2022, cela fait un an, hier déjà, que le président Patrice Talon a prêté serment pour son 2e mandat. Déjà un an que le président a promis aux Béninois de s'investir dans le social. Quel bilan peut-on en faire un an après? Citoyens comme acteurs politiques observateurs se prononcent. On va écouter d'ailleurs l'un d'eux. Il s'agit de Lucien Médico. Il était au micro de René Kofi. Nous pourrons qu'être fiers parce que ça fait un an aujourd'hui, nous étions tous à Porto Novo pour qu'il prête serment. La continuité du premier mandat se constate. La cherté de vie est une épidémie. Elle est mondiale. Nous devons nous mettre ensemble, conjuguer nos efforts dans nos champs, agriculteurs, pêcheurs, cotonculteurs. Nous devons pouvoir conjurer cette cherté de vie en travaillant, en mobilisant nos ressources matérielles, intellectuelles et religieuses. Donc prions pour le pouvoir, surtout pour le président Patrice Talon, afin que sa politique sociale soit effectivement une réalité. Et c'est reparti pour l'initiative Kokumolu après les communes d'Ifaï en 2020 et de Kétou en 2021. C'est au tour de la commune d'Adjawere d'accueillir la 3e édition de l'initiative dite Kokumolu du parti Union Progressiste. À cette occasion, toutes les forces vives de l'Union Progressiste du Plateau et les coordonnateurs départementaux Ouémé Plateau se sont retrouvés dimanche dernier à la Maison des Jeunes d'Adjawere avec en tête les stratégies gagnantes pour réussir les législatives de 2023. Calvado Arwanon, Nathalie Doris-Olabi. 2 communications ont sanctionné la 3e édition de l'initiative dite Kokumolu à Adjawere. Une première sur la municipalité face à la réforme sur la gestion de l'administration territoriale. Quelle implication sur les comportements des maires et conseillers communaux. Puis la deuxième sur Kokumolu 1 et 2, point de la mise en œuvre des principales recommandations. Tout ceci pour une meilleure préparation des militants UP du Plateau aux législatives de janvier 2023 avec, pour rappel, quelques idéaux du parti. Notre parti, c'est d'abord un parti de masse. C'est-à-dire c'est pour nous tous. Notre parti est un parti démocratique. Notre parti est un parti de travail et la lutte contre la corruption. Pour le développement et le rayonnement du département du Plateau, il est nécessaire que la gestion des communes change. Je vous demande de penser à des programmes dynamiques, des programmes innovants. Si vous ne le faites pas, c'est un échec qui vous sera imputé. Vous devez pouvoir compter aussi sur vos propres forces, c'est-à-dire sur les ressources propres que vous devez mobiliser et que vous devez mieux mobiliser.
À la fin des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées dans la réédition et la pérennisation de l'initiative Kokoumolo. Une initiative née de la volonté de la coordination départementale UP du Plateau qui vise à examiner les différentes stratégies de mobilisation de ressources financières au profit du fonctionnement du parti dans le département. Je l'annonçais en titre. Discorde sur texte, fâcherie contre procédé. Ça gronde entre le syndicat de l'audiovisuel public et les organisations fêtières des médias du Bénin. En cause, un rapport apolémique issu de la rélecture des textes censés réorganiser l'univers médiatique du Bénin. Les acteurs des médias publics accusent le comité dédié à la rélecture de les avoir mis à l'écart. Des irrégularités dénoncées au cours d'une conférence de presse ce matin même. Alexandra Diotan nous en donne ici écho. Nous sommes obligés de la fermer à des moments donnés. Mais ce n'est pas pour ça qu'à des moments donnés, lorsque nous nous sentons lésés, nous nous sentons brimés, nous n'allons pas prendre la parole. Les travailleurs de l'audiovisuel public du Bénin en ont gros sur le cœur, ce qui justifie la sortie du bureau du Centrap Bénin. En cause, les travaux du comité mis en place par l'Assemblée spéciale constituée de l'UPMB et du CNPA pour la relecture de divers tests relatifs à la corporation. Nous avons beaucoup de choses que nous reprochons à ce travail. Déjà dans la forme ou le processus qui a mené à l'élaboration de ce test ou des tests qui ont été déposés ou du rapport si vous voulez, nous du public ou encore spécifiquement de l'ORTB, nous ne nous sentons pas concernés parce que on n'a pas été pris en compte. C'est vrai, il y a eu un représentant du CNPA qu'on nous attribue comme étant représentant de l'ORTB. C'est un ancien directeur général qui a déjà fait valoir ses droits à la retraite. Il y a un certain nombre de personnalités qui ont été écoutées par le comité des anciens présidents de l'UPMB, anciens présidents du CNPA. Mais vous constatez qu'il n'y a personne de l'ORTB qui a été pris en compte. On fait des centaines de professionnels des médias. Est-ce qu'on doit faire ce travail-là et nous laisser en rade? Dans sa démarche, le Centrap Bénin a le soutien du syndicat des travailleurs de la presse écrite publique, l'ONIP en l'occurrence. Comme l'EG l'a dit, ne voulons pas jeter l'eau avec le bébé. Tout ce que nous demandons, c'est qu'on nous écoute, qu'on nous associe et que le travail soit fait avec nous. C'est avec nous ou avec nous. Sans nous, il n'y a rien. Et il n'y aura rien. Nous sommes prêts pour ça. Mais nous tendons la main. Le Centrap Bénin prend à témoin l'opinion publique des déconvenus que cette situation pourrait engendrer. Il sollicite d'ores et déjà le report de l'atelier de validation du rapport controversé prévu pour vendredi prochain. La métrologie à l'heure du numérique, c'est la trame de la sortie publique de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité, ANM, sortie de rattrapage organisée dans le sillage de la journée mondiale de la métrologie célébrée le 20 mai dernier. Dans leur message, les organisations internationales de la métrologie ont insisté sur les nombreux avantages de la transformation numérique de la métrologie. Voici un extrait de ce message international porté par le directeur général de l'ANM sur le thème de l'année, la métrologie à l'ère du numérique. On l'écoute. L'échange de données ouvert et transparent est l'un des piliers de la transformation numérique. Lorsqu'une information est requise, elle doit être facilement trouvable et accessible dans un format qui doit être à la fois interopérable et réutilisable. C'est ainsi que les données peuvent être reconnues comme fiables et étayer les pratiques en matière de données ouvertes. Afin d'utiliser le plus efficacement possible les données dans ce nouveau monde numérique, il est essentiel que l'ensemble des sources d'information soient non seulement lisibles par les hommes, mais qu'elles soient également disponibles dans les formats qui puissent être lus par des machines. L'ANM, l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité, avec le soutien du gouvernement,
s'est déjà inscrite dans la démarche de la dématérialisation de ces services afin de faciliter la vie aux opérateurs économiques dans leurs activités et dans leur volonté d'utiliser le numérique. Aujourd'hui déjà, vous pouvez, via le site web de l'ANM, passer vos commandes en ligne sans vous déplacer. Les efforts se poursuivent avec l'appui de l'Agence des services du système d'information ASSI pour parfaire le système de commande en place et créer le système de paiement qui sera relié à la plateforme de paiement en ligne mise en place par le gouvernement béninois. Le Bénin accueille pour la première fois la rencontre Saouda ou Sommeil Amlon. Orunda, une rencontre scientifique entre les professionnels de la France et du Bénin pour parler des troubles du sommeil. À quelques heures de l'ouverture du séminaire, la présidente de l'association revient sur les objectifs de ce rendez-vous qui aborde une question de santé tout sauf banale. Dr Sherifa Onifade Fagbemi est au micro de Jean-Claude James. Le séminaire commence le mercredi 25 jusqu'au dimanche 29 au Palais des Congrès de Cotonou. Le premier jour, le mercredi, on a organisé un cocktail en fait de bienvenue où on a invité justement des personnalités béninoises pour pouvoir leur présenter notre association et les projets. Et puis après, la journée du jeudi, la journée du vendredi, c'est principalement des séances plénières avec la présentation de plusieurs médecins qui viennent d'un peu partout de la France, de Bordeaux, de Paris, de Marseille. Et la journée de samedi est prévue en atelier pratique autour du diagnostic et des thérapeutiques autour toujours de la prise en charge des troubles du sommeil. Qu'est-ce que le Bénin va en tirer ? Les troubles du sommeil ont énormément de complications. Il est important de faire le diagnostic des troubles du sommeil, principalement de la maladie qu'on appelle le syndrome d'apnée du sommeil. Nous attendons des internistes, des cardiologues, des ORL, des étudiants. Les places sont plutôt limitées, donc s'il y a des inscriptions, faites-le au plus tôt. Et on peut s'inscrire par téléphone, le numéro 94 28 64 15 et également le site internet de l'association qui est sommeilafriquefrance.fr. Voilà, sur ce site internet, vous avez normalement une fiche d'inscription que vous allez pouvoir remplir et cette fiche d'inscription, vous la renvoyez par mail pour pouvoir confirmer votre inscription. L'actualité internationale nous conduit ce soir au Niger et en Afrique du Sud où le chancelier allemand a été reçu par les autorités du pays. En Afrique du Sud toujours où des inondations ont causé d'énormes dégâts et puis nous irons également en Somalie où le président de la République a été investi. Ariane Da Silva pour le tour. Le chancelier allemand au Niger pour rendre visite à ses soldats de Gazelle, une mission de formation des forces spéciales nigériennes dans l'Azawak. Depuis plusieurs mois, le contingent allemand entraîne des soldats nigériens, un modèle de coopération militaire que salue le président Mohamed Bazoum. Au mois de décembre, je demandais au chancelier allemand que nous voyions ensemble comment prolonger cette mission de façon à en tirer le maximum de profit. Je voudrais vraiment féliciter ce travail que nous avons accompli ensemble, qui est un travail qui va désormais vraiment être le modèle vers lequel nous allons aiguillonner tous nos autres partenaires. Après le Niger, le chancelier allemand était aussi en Afrique du Sud. Il a été reçu par le président Cyril Ramaphosa. Au menu des échanges, la coopération dans le domaine des énergies. On reste en Afrique du Sud où des inondations ont été enregistrées, obligeant des Sud-Africains à abandonner leur foyer. Aucune victime n'a été enregistrée, mais il y a eu d'importants dégâts, des routes et des maisons détruites.
En Somalie, Hassan Sheikh Mohamud a été investi président de la République. Il a prêté serment au cours d'une cérémonie solennelle et pacifique selon plusieurs médias internationaux. Hassan Sheikh Mohamud entame ainsi un mandat de 4 ans marqué par des défis majeurs comme la lutte contre le terrorisme et la sécheresse. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à la livraison de ce journal. Bonsoir chez vous.